C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la gestion de la sécurité au Mali. Les autorités maliennes ont décidé d'instaurer des zones d'intérêt militaire sur le territoire. Une nouvelle mesure pour faire barrage à l'avancée des djihadistes. Nous serons avec Serge Daniel, notre correspondant régional, dès le début de ce journal. L'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, elle continue à se propager rapidement malgré les mesures prises pour tenter de contenir l'épidémie. Les soignants sur le terrain sont inquiets. Notre correspondante était à Bounia, on l'écoutera dans ce journal. Et puis la reconstruction de Derna en Libye. La ville avait été détruite après le passage du cyclone Daniel. Les infrastructures avaient été entièrement ravagées. L'effondrement des barrages avait causé d'énormes dégâts. Les populations restent traumatisées. Retour sur le terrain à la fin de cette édition. Au Mali, les militaires au pouvoir ont décidé de prendre de nouvelles mesures pour faire face aux attaques djihadistes et à leur expansion vers le sud du pays. Parmi ces mesures, l'instauration de zones d'intérêt militaire sur le territoire. Serge Daniel, bonsoir, vous êtes notre correspondant régional. À quoi vont servir exactement ces zones d'intérêt militaire ? En réalité, ces zones d'intérêt militaire sont désormais considérées comme des zones de guerre. Et la particularité, c'est que ces zones sont interdites aux civils. Un communiqué interministériel a affirmé, a déclaré, a confirmé cela en précisant que tous les civils qui vont se rendre dans ces zones vont être considérés comme des cibles, donc traités comme cibles des zones de guerre. Alors, il y a 39 forêts et parcs sur le territoire national concerné par ces mesures, cette décision. Pourquoi? Parce que le gouvernement estime que les forêts sont des lieux où s'abritent généralement les terroristes. Il y a une forêt très importante qui s'appelle la forêt du Ouagadou, c'est à la frontière avec le Mali et la Mauritanie, le Mali et la Mauritanie. Et c'est cette forêt qui va être difficile, la plus difficile probablement à gérer, parce que Bamako accuse les djihadistes de venir de la Mauritanie pour commettre des actes au Mali, ce que dément la Mauritanie. Donc il faut que les deux pays puissent coordonner leurs actions militaires pour que la lutte dans cette zone-là soit efficace. Alors Serge, il faut aussi dire que la circulation d'une catégorie de motos est interdite à des endroits du pays. Oui, tout à fait. Il s'agit des grosses cylindrées qui sont désormais interdites de circuler dans des localités, entre des localités, justement, parce que là également, la junte affirme, ce qui est vrai, que les djihadistes utilisent justement les motos, généralement pour aller commettre des attentats, pour mener des opérations dans les localités. Alors, cette mesure ne satisfait pas du tout à la population, à une partie de la population qui utilise justement ces grosses cylindrées. C'est aujourd'hui la ruée vers les petites cylindrées, notamment dans les localités comme celle de Ségou, à 240 km au nord de Bamako. Et vous avez des populations qui disent, d'accord, nous laissons nos grosses cylindrées, mais il faut que le gouvernement nous dédommage. Serge, puisqu'on parle de sécurité, un mot sur la dernière condamnation au Mali d'un agent de renseignement français à 20 ans de prison. Oui, c'était un agent de renseignement français, mais c'était connu de tous puisqu'il avait la couverture officielle diplomatique. Nous sommes en août 2025. Il est arrêté à Bamako, Intramuros, à l'intérieur de la capitale malienne, et il est accusé de tentative de déstabilisation des institutions. Il y a des militaires, des hauts gradés, dont des hauts gradés, deux généraux qui ont été arrêtés au cours de cette opération. Donc, il vient d'être condamné à 20 ans de prison. 20 ans de prison, mais il est le seul à avoir été jugé. Alors, certains se pose la question de savoir si c'est un préalable à une possible grâce présidentielle ou si c'est un durcissement plutôt, une nouvelle dégradation, j'allais dire, des relations entre Paris et Bamako, donc affaire à suivre. Et nous suivrons ça avec vous, Serge Daniel. Merci beaucoup pour ce point complet sur l'actualité au Mali. On part à présent en République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola pourrait atteindre 20 000 cas, voire plus, si des mesures ne sont pas prises pour ralentir sa propagation. Ce sont les projections des centres pour le contrôle et la prévention des maladies basés aux États-Unis. Les derniers chiffres officiels font état de 515 cas confirmés, dont 91 décès confirmés. Les cas et morts suspects ne sont pas communiqués. Sur place, des mesures sont prises pour tenter de contenir l'épidémie. Notre correspondante était à Bounia. Elle a pu s'entretenir avec des soignants sur le terrain.
Les autorités congolaises ont prolongé l'interdiction des vols commerciaux vers la province de l'Ituri. Alors c'est un indicateur de l'ampleur de cette nouvelle épidémie d'Ebola. Nous avons pu passer quelques heures sur place à Bunia avec la délégation de l'Union européenne. Nous avons visité le centre médical évangélique et c'est là qu'un médecin américain a été contaminé au début de l'épidémie. Alors au total en Ituri, les humanitaires ont monté 5 centres de traitement et d'isolement. Ils ne sont pas totalement achevés mais accueillent déjà des patients. D'autres centres sont déjà en train de sortir de terre pour augmenter les capacités d'accueil. On a construit un centre d'isolement qui est équipé et qui est en cours. On a fait au moins 85%. Et ça reste seulement quelques trucs à mettre en place. Mais quand même, c'est déjà bon. Il y a déjà les patients qui sont à l'intérieur. Les gens ont peur parce qu'on a eu les cas d'Ebola et les gens sont décédés nombreux. C'est ça qui a mis peur dans les gens pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Il y a eu beaucoup de morts ici? Oui. Même notre médecin de l'hôpital était décédé. Sur place, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour renforcer la confiance des populations envers les structures médicales. Car les médecins le disent, il est important de consulter dès les premiers symptômes pour pouvoir isoler les cas contacts si besoin et limiter la propagation du virus. Il y a aussi un autre défi, celui de la pose du diagnostic. Alors les autorités sanitaires sur place demandent plus de laboratoires, des laboratoires qui doivent être plus près des patients pour poser un diagnostic plus vite. Alors pour l'Ituri, il y a un laboratoire à Bunia, un autre vient d'être installé à Mongwalu, épicentre de l'épidémie, mais leur capacité reste pour le moment limitée. Les manifestations xénophobes continuent en Afrique du Sud. Des affrontements ont eu lieu ce lundi dans une petite ville dans la province du Cap. Hier, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation pour demander la fin de ces violences. Il a annoncé des mesures concrètes, mais ses propos n'ont pas convaincu les étrangers. Notre correspondante Caroline Dumais s'est rendue à Durban, l'une des villes les plus touchées par les incidents de ces dernières semaines. La situation est encore assez tendue ici à Durban. Derrière moi, il y a des centaines de personnes qui campent, qui vivent à la Belle Étoile depuis bientôt 3 semaines devant le ministère de l'Intérieur, simplement parce qu'elles ont peur. Alors le président Cyril Ramaphosa a tenté d'apaiser la situation en annonçant hier des mesures. Mais ce sont des mesures qui visent surtout à renforcer le contrôle aux frontières, surveiller l'immigration illégale, lutter contre la corruption, les faux papiers, etc. Quand je parle aux immigrés qui sont derrière moi, qui sont essentiellement en situation légale, essentiellement congolais, mais aussi il y a quelques Éthiopiens et d'autres nationalités, ils disent que le gouvernement n'a pas le sens des réalités, que ce qui domine encore, c'est la haine. Une dame m'a expliqué qu'elle est allée voir ses enfants hier dans un autre quartier de Durban et qu'elle s'est fait frapper par sa voisine qui lui a demandé de partir avant le 30 juin. Le 30 juin, c'est la date fatidique qu'ont donné les mouvements xénophobes pour que tous les étrangers quittent l'Afrique du Sud. Les gens qui sont derrière moi espèrent qu'ils auront de l'aide du gouvernement, de la police, des institutions internationales. En Tunisie, le journaliste franco-tunisien Mourad Zridi est en grève de la faim depuis 4 jours. Sa famille a tenu une conférence de presse pour alerter sur la situation du journaliste détenu depuis plus de 2 ans. Après une condamnation en 2024, Mourad Zridi a de nouveau été condamné à 3 ans et demi de prison en mai dernier pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. La correspondance de Lilia Blaise. C'est un cri de désespoir pour la famille de Mourad Zridi, comme sa sœur l'a dit lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce matin au syndicat des journalistes tunisiens. Un cri de désespoir car aujourd'hui la famille de Mourad Zridi et Mourad lui-même réalisent qu'il ne sortira de prison qu'en juin 2028. Oui, clairement pour nous ça a été un choc d'apprendre qu'il était entré en grève de la faim parce que c'est pas du tout le genre de mon papa. Mon papa, c'est aussi pour ça qu'il est apprécié. Il est apprécié pour justement son calme, sa mesure, son optimisme un peu excessif qu'il a laissé aussi en arriver jusque-là sans jamais admettre que ce qui se passait justement. Aujourd'hui, le fait qu'il rentre en grève de la faim, clairement c'est un cri du désespoir, c'est un appel à l'aide. Et nous, on le suit par solidarité et c'est normal et c'est le plus naturel pour nous d'être derrière lui, de ne pas le laisser seul. Oui, c'est l'ultime de ce qu'on peut faire effectivement.
Samedi 6 juin, un ensemble d'associations dont le syndicat des journalistes, la Ligue tunisienne des droits de l'homme ou encore l'association des femmes démocrates ont publié un communiqué de soutien au journaliste Mourad Zerizi. Ils ont souligné, selon leurs mots, l'acharnement judiciaire dont il est victime. Aujourd'hui, très peu de recours juridiques sont possibles contre le jugement dont il fait l'objet, à part la cassation. On termine par une escale à Derna en Libye. C'était il y a 3 ans. Le cyclone Daniel touchait le pays, faisant des milliers de victimes dans cette ville. Ce drame avait mis au grand jour les failles, en particulier au niveau des barrages datant des années 70. Aujourd'hui, malgré le traumatisme des populations, la reconstruction semble bien avancée. Clémence Valère. Des rires d'enfants, des parents qui profitent du soleil. Dans ce parc flambant neuf, Derna tente de retrouver une vie normale. Pourtant, malgré les sourires et ces moments de légèreté, beaucoup restent hantés par le souvenir des inondations dévastatrices qui ont englouti la ville il y a 3 ans, lors du passage du cyclone Daniel. Tous ceux qui ont survécu à la tempête ont survécu physiquement, mais pas psychologiquement. Ils ont perdu un grand nombre de leurs proches. Il faudrait que la santé mentale soit une priorité. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, des averses torrentielles provoquent la rupture de 2 barrages à l'est de Derna. En quelques heures, des millions de mètres cubes d'eau déferlent sur la ville, la submergeant jusqu'à 7 mètres de hauteur. Selon le bilan officiel de l'époque, plus de 4000 personnes périssent, avec des dizaines de milliers portés disparus et près de 40 000 déplacés. Pour se remettre de la catastrophe, un fonds de reconstruction est mis en place en 2024, avec un budget de 2 milliards de dollars, placé sous l'autorité de l'un des fils du maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye. Aujourd'hui, selon les chefs du chantier, près de 80% des projets ont été achevés. Nous avons perdu des personnes de nos familles, des amis et des voisins dans les inondations. Mais l'avancement des projets nous laisse dire que les personnes que nous avons perdues ne sont pas parties pour rien. Derna se reconstruit, mais ici, entre les bâtiments neufs, la mémoire de la catastrophe reste intacte. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.